Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim avec l'agence Moneymakers. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Harrington, growth marketer. Salut Pierre, comment tu vas? Salut Moni, ça va? Ça va très bien et toi? Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce nouvel épisode. Pierre, je te laisse te présenter. Oui, merci pour l'invitation à ton podcast Moni. Alors je suis growth marketer, j'ai commencé dans le digital dans un venture capital en 2015. Ensuite, j'ai monté une startup que j'ai refermée. J'ai rejoint une agence dans laquelle j'ai bossé en tant que sales pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai monté le pôle gross marketing de l'agence donc pendant 2 ans. L'agence que j'ai quittée en juin, j'ai accompagné plusieurs startups depuis et là, je suis en train de rejoindre une scale-up. Ok. Du coup, Pierre, pour commencer, est-ce que tu as des retours d'expérience ou des méthodos à apporter à tes collègues? Ouais. On parle beaucoup de gros hacking et je pense que se réduire au hacking, c'est une erreur parce que quand on parle uniquement de gros hacking, on va penser que le hack va nous apporter une recette magique et à la fin de la journée, une entreprise ne peut pas dépendre de 3 hacks. Par contre, à l'inverse, ce qu'on peut faire et ce que je recommande de faire, c'est d'identifier des manières innovantes de générer de la croissance. Et pour ça, il y a une méthode qu'on peut mettre en place et qui permet d'identifier constamment des nouveaux canaux parce que les hacks vont avoir une durée de vie limitée. Et donc, pour structurer ça, il y a des choses assez intéressantes, notamment lorsqu'on s'inspire des méthodologies agiles et lorsqu'on utilise un framework que GrowthTribe a mis en place, qui s'appelle le framework Growth, GROWS, où en gros, il s'agit de générer des idées, le G, R, les rank, donc les classer, O, les définir, W, work, les mettre en place, et S, study results, genre étudier les résultats de tout ça. Et ce que je trouve assez intéressant là-dedans, c'est que on va pouvoir permettre aux équipes de pas uniquement faire du run, de lancer les campagnes ads, lancer les campagnes d'outbound, les choses qu'on doit faire dans tous les cas parce qu'on sait que ça fonctionne. On peut leur proposer aussi d'avoir une répartition de leur temps qui va être dans de l'expérimentation, 20-30% par exemple. Et pour moi, personnellement, c'est la partie la plus stimulante de pouvoir tester plein de choses. Et quand on a plusieurs personnes, et pas juste une équipe expérimentation, mais vraiment tout le monde qui va un peu expérimenter, il y a une émulation collective qui se génère et il y a davantage d'idées, des meilleures idées qui, à la fin de la journée, vont produire de meilleurs résultats. Et pas mal d'entreprises ont prouvé via des études que plus on augmentait la capacité d'expérimentation, plus on augmentait la croissance, comme Twitter qui a de la doc là-dessus. Et donc je pense que s'arrêter à la partie hacking et vouloir s'inspirer des hacks des autres peut avoir beaucoup de limites. Et à l'inverse, ce qu'il faut, c'est un système qui permet de constamment identifier de nouvelles opportunités. D'accord. Et est-ce que tu as des idées par rapport à ces cycles, par rapport au temps que tu alloues à chaque partie, à chaque étape, ou est-ce que ça varie complètement selon les situations? Ouais, alors le plus simple, c'est de s'organiser en sprint, un peu comme dans les méthodologies agiles, par exemple le framework Scrum, qui est beaucoup utilisé dans le monde du développement. Dans le framework Scrum, les équipes vont en général avoir des sprints de 2 semaines, 1 semaine, parfois jusqu'à 4 semaines. Et là, ça dépend des équipes, ça dépend du contexte. 2 semaines, c'est une bonne moyenne pour mettre un sprint en place, dans lequel on sait qu'on va avoir le temps de, à la fois avoir des tickets de run, des tickets par exemple, si j'ai de l'ownership sur de l'outbound, pouvoir pas mal avancer là-dessus, et en même temps, pouvoir faire des expérimentations. Et sur les 2 semaines, si j'ai 20% d'outbound, je pourrais quand même avoir le temps de faire 1, 2, 3 tickets en fonction de leur taille. Et à la fin des sprints de 2 semaines, on va faire une rétrospective, on va regarder ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Ça permet aussi de mettre une limite de temps aux expérimentations. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une expérimentation qui finit jamais parce qu'on se dit « Ah non mais attends, ça va marcher, tu vas voir ». Le faire sur des sprints, ça force à s'arrêter et avoir une expérimentation rapide et du coup faire le point et ensuite dire « Tiens, est-ce qu'on poursuit ce ticket ou est-ce qu'on en prend un autre ?» Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose dans le domaine du marketing B2B que tout le monde fait et que les gens devraient arrêter? Je vois 2 choses.
je vois qu'il y a le data puking qui est un peu problématique. Le data puking, c'est quand on a trop de données et qu'on ne sait plus laquelle regarder, c'est plus laquelle est la plus importante. Je pense que c'est important de ne pas se fixer trop de OKR, trop de KPI. Il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir suivre trop de KPI à la fois. Et ils ont raison de vouloir à la fois regarder ceux d'acquisition, de rétention, etc. Ils ont raison, le problème, c'est que ça va générer un manque de focus. Et ce qu'on peut appeler un peu le data puking, quand on a vraiment trop de données, trop de KPI à suivre. Et je pense que la North Star métrique aide pas mal à être vraiment focus sur une seule métrique qu'on va suivre. Et aussi la North Star métrique d'autres entreprises. Certaines entreprises vont avoir comme problème de pas mettre la même North Star métrique pour les SDR ou les BDR, donc les Sales Development Representatives, que pour l'équipe Growth et Marketing, alors que la finalité à la fin de la journée dans une boîte B2B, ça va être de générer des démos, ça va être de générer des nouveaux paying customers, et donc ouais, ça c'est deux choses que je vois qui manquent. Ouais. Donc idéalement avoir une offre métrique qui soit consistante à travers le marketing et les ventes. Ouais. Et parfois même l'équipe des SDR et des BDR fait partie de l'équipe Growth. Il y a de plus en plus de startups qui se mettent à faire ça, et je trouve ça assez intéressant. Ouais. Ok. Donc au final les départements sont mélangés en fait. Ouais. Ouais, c'est parce qu'au final le BDR ou le SDR a la même finalité que le Growth. Alors pourquoi le mettre dans l'équipe Sales qui au final a plus des profils de closer, d'account exécutif ou de account manager qui vont faire du farming ou de l'upsell. Donc je trouve ça assez intéressant. Mais... Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose dans le domaine du marketing B2B que personne ne fait et que, à ton sens, il devrait commencer à faire? Je trouve que l'event-based marketing, on n'en parle pas assez. Pourtant, il y a déjà pas mal de ressources qui nous permettent de sauter le pas. Alors, je vais juste te stopper. C'est quoi l'event-based marketing? L'event-based marketing, c'est mon prospect, il va faire un intent, il va avoir un signal qui nous donne un indice, qui fait qu'on ne va plus s'intéresser uniquement de manière top-down à mes cibles répondent à ces critères démographiques. Donc, c'est des PME qui sont project managers, etc. Mais plus, c'est des cibles dans une entreprise qui viennent là maintenant de s'intéresser à tel ou tel domaine. Donc après, il y a plein d'exemples très concrets en event-based marketing. Quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui, c'est d'aller regarder dans les offres d'emploi de quoi parlent les entreprises, même si c'est pas dans une temporalité très immédiate. Autre chose qui est assez intéressant, que j'ai découvert récemment, ça va être par exemple, quelqu'un a ouvert 5 fois un mail d'outbound, mais n'a toujours pas répondu. Alors on peut automatiquement aller scraper son numéro de téléphone et lui laisser un message vocal, ce qui va automatiser énormément de travail des SDR et du coup aider pas mal. Et je pense que c'est encore un domaine qui est sous-exploité, et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Ouais. D'accord. Et pour un marketeur qui veut se mettre à faire de l'event-based marketing, tu lui conseilles quoi? Alors, je trouve qu'il y a des personnes assez intéressantes qui en parlent. Il y a Guillaume Cabane qui en parle pas mal, et Sonia Moati qui a mis ça en place chez Gorgias. Elle a notamment un podcast qu'elle fait chez Wild Marketer, donc un confrère, et qui est assez intéressant sur le sujet. Ouais. Après, je pense qu'il y a autre chose dont on ne parle pas assez, c'est les grosses loops, surtout en France. En France, on parle beaucoup d'acquisition quand on parle de growth, et on parle peu des growth loops, alors qu'est-ce que la growth loop? La growth loop, ça va être, il va se générer un événement qui va faire que notre prospect fait une action, qui va faire que de manière, comme dans une spirale infinie, ça va générer une croissance supplémentaire. Donc, quelques exemples. On a l'exemple typique de Dropbox. Pour libérer de l'espace, je vais inviter un ami sur Dropbox et je vais avoir de l'espace gratuitement. Donc, une cross loop, une referral loop. On va avoir TikTok qui permet de facilement publier sur Instagram une vidéo TikTok qu'on a fait. Et donc, dans cette vidéo, on va voir l'image de TikTok. Ça aussi, c'est un autre exemple de growth loop. Et je trouve qu'on ne s'intéresse pas assez à ce mécanisme qui pourtant travaille tout seul une fois qu'il est implémenté. Après, c'est dur aussi d'en identifier des bons, parce que parfois on va un peu trop pousser l'utilisateur, et c'est très
appliqué à dans quel business est-ce qu'on est. Après, il y a un framework qui peut aider à identifier des grosses loupes propres à chaque business. D'accord. C'est de regarder le type de viralité qu'on veut aller chercher. Grosso modo, il existe 3 types de viralité. La viralité artificielle, organique et fonctionnelle. La viralité fonctionnelle, ça va être par exemple WhatsApp, Facebook, Slack. On ne peut pas utiliser Slack, WhatsApp, Facebook si on n'a personne à qui parler, si on n'a pas d'amis sur Facebook, etc. Donc de base, ou Lydia, ça tombe dans cette catégorie aussi. On a fait un voyage, on a un tricompte, on doit faire un Lydia, là, il y a quelqu'un qui va installer son application mobile parce qu'il va avoir besoin de récupérer son argent. Donc ça, c'est la viralité fonctionnelle. Il y a la viralité organique qu'on ne maîtrise pas forcément, qui va être tout ce qui va bien fonctionner. Par exemple, je pense à Gangnam Style. Ça a été un succès planétaire, la vidéo YouTube la plus vue, la première vidéo a dépassé le milliard de vues. Oui, ils ont mis le budget dans un clip, dans une bonne chanson, mais ça méritait pas non plus peut-être le milliard. Ils savaient pas en tout cas qu'ils allaient arriver là. Et donc ça, c'est de la viralité organique, ou Angel aussi avec son explosion il y a 1 an ou 2, pareil. Et après, il y a la viralité artificielle, avec l'exemple typique qui est le parrainage sur vente privée, par exemple. Je te parraine, Moni, sur vente privée, tu obtiens une réduction, moi aussi. La viralité artificielle, par contre, elle est artificielle parce qu'elle est générée par l'entreprise. Mais par contre, c'est quand même intéressant à mettre en place. Ça serait dommage de se priver de ce genre d'outils. J'ai l'impression que c'est le mécanisme que je vois le plus souvent dans les tentatives d'entreprises de mettre en place des growth loops, c'est la viralité artificielle. Parce que ça fait sens. Ça fait sens de se reposer là-dessus. Ouais. Aussi, je pense que c'est moins compliqué aussi c'est moins compliqué à mettre en place, j'imagine aussi. Ouais. Après, encore une fois, c'est dur de trouver sa grosse loupe qui va très très bien fonctionner. On dit que dans une entreprise, il y a entre 1 et 3 canaux qui font 80% de la croissance. Par exemple, un des gros hackers chez Facebook au début avait identifié qu'il y avait une corrélation entre les gens qui ajoutaient au moins 10 amis et la rétention. Et en fait, a posteriori, c'est logique. Si j'ai pas d'amis sur Facebook, j'ai aucun intérêt à aller sur Facebook. Et donc, quand ils se sont rendus compte de cette corrélation, là, ils ont investi énormément sur ajoute tes amis. Dès l'onboarding, l'onboarding était vraiment construit pour que tu ajoutes au moins 10 amis. Et là, ils ont connu une énorme croissance. Et ça, c'est un exemple typique de forte croissance qui n'est pas vraiment liée à de l'acquisition en soi de nouveaux utilisateurs, mais plutôt à de l'activation et à de la rétention. Est-ce qu'il y a des grandes idées ou des grandes tendances sur le marketing B2B que tu aimerais transmettre à l'audience ? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, qui pourtant est vraiment un gros game changer. Ça peut paraître tout bête, mais c'est connaître son client. Et donc connaître son client, c'est pas binaire. On ne pourra jamais prétendre connaître parfaitement son client. En même temps, je pense qu'il y a des choses vraiment simples qu'on peut mettre en place et qui souvent manquent. Donc déjà, quand on parle de connaissance client, je pense que c'est important de parler de comment est-ce qu'on connaît son client. Moi, je le répartis en 3 catégories, en 3 choses à faire. La première, c'est institutionnaliser la connaissance client au sein de l'entreprise. La deuxième, c'est récolter des données clients. Et la troisième, c'est les structurer. Pour institutionnaliser la connaissance client, elle peut venir de n'importe qui. C'est pas uniquement le rôle des grosses marketeurs de connaître les clients. Et peut-être que le meilleur insight, il va venir du comptable qui a parlé avec un client, qui lui a raconté un feedback. Il faut que ce comptable ait le réflexe d'aller parler aux grosses et lui dire, purée, je viens d'entendre ce feedback, je trouve ça super intéressant et je me dis qu'on pourrait l'appliquer. Pour que le comptable fasse ça, faut sensibiliser les équipes qui n'ont pas forcément dans leur North Star le fait de générer des nouvelles démos ou des nouveaux clients. Je pense qu'il faut leur dire aussi vers qui s'orienter, qu'ils sachent dès qu'il y a un insight à qui est-ce qu'ils en parlent. Il faut aussi qu'il y ait un certain reward, qu'il soit récompensé. Alors pas forcément de manière pécuniaire, ça peut être de manière sociale, ça peut être affiché, l'attribution de cette idée, on l'a grâce à telle ou telle personne. Et c'est clairement un aspect culturel de l'entreprise. Mais la connaissance peut
réellement créer un avantage concurrentiel, un unfair advantage à partir du moment où on l'a. Euh, et il y a quelque chose d'assez intéressant avec la connaissance client, qui est présenté dans le livre Lean Analytics. Il parle de 4 types de données de connaissance client. Et depuis que j'ai découvert ce framework, je vois vraiment les choses différemment. Donc je pense que c'est intéressant de te la partager. En gros, il y a les choses qu'on sait. Donc, par exemple, je sais que mes meilleurs clients sont des startups qui viennent de lever des fonds. Je le sais. Et encore, peut-être que je pourrais me tromper, peut-être que ça pourrait évoluer. Donc, c'est quand même des choses qu'il faut vérifier avec de la data. Après, il y a les choses que je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas ce que ma cible ressent quand elle est devant la landing page. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles j'apporte pas de réponse? Est-ce qu'il y a des objections? C'est un exemple. Donc, je sais que je ne sais pas ça. Très bien, je peux le vérifier, faire un test avec des utilisateurs pour obtenir ma réponse. Ensuite, il y a les choses que je ne sais pas, mais qu'en réalité, je savais. Donc, par exemple, je ne savais pas, mais il y a une de mes phrases dans mon copywriting qui fait réellement la différence sur ma landing page. Donc ça, c'est un peu de l'intuition, ce que je ne sais pas, mais qu'au final, je savais. Et après, et c'est la 4e, qui est vraiment la plus importante et la plus intéressante surtout, c'est ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Et en fait, il y a des choses qu'on ne savait pas, comme sur ma landing page. En fait, les prospects, ils veulent savoir si ils peuvent faire un free trial sans mettre leur carte bleue. Et il n'y a pas la même info sur ma landing page, donc là, c'est un exemple très product-led. Il n'y a pas l'info sur ma landing page, donc en fait, ils sont obligés de partir de ma landing page. Peut-être qu'ils vont passer par Google pour obtenir la réponse. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi j'avais un churn aussi bas. En fait, la réponse, elle était là. Et tous les choses qu'on ne sait pas, à partir du moment où on récolte cette typologie de données, c'est là où se construit vraiment un avantage concurrentiel énorme, parce qu'on a fait un travail de fond qui nous permet de récolter ça, et ensuite de mettre ces petits détails qui peuvent paraître des détails, mais dans l'exemple, par exemple, de dire non, tu n'as pas besoin de ta carte bleue pour faire un prix trial, ça permet d'avoir une efficience bien supérieure sur la conversion et donc sur tout le funnel. Et c'est assez intéressant quand on connaît ce framework, de dire ok, comment est-ce que je peux récolter davantage de données qui appartiennent à cette catégorie, des données que je ne connais pas, que je ne connais pas. Et il y a des outils qui existent, qui permettent assez facilement de récolter ce type de données en posant des questions ouvertes. Il y a une question qu'on peut poser en interview ou via des téléphones ou autres, qui est la question de la baguette magique, qui est Moni, si tu disposais d'une baguette magique, si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais? Et là, ça fait appel à l'imaginaire de la personne, et la personne sent aussi qu'elle ne va pas me blesser si elle me fait un retour négatif, etc. Et ça, c'est assez intéressant. Donc après, quand on parle de connaissance client, on peut parler pour récolter la donnée de plein d'options différentes, des formulaires, des typeforms, des interviews, etc. Je pense qu'il y a un moyen de récolter de la donnée qui est vraiment sous-utilisé, c'est tout ce qui va être automatisé, tout ce qui va être en evergreen. Donc, par exemple, sur une intention de sortie, poser la question à la personne pour qu'est-ce qui a manqué. Juste une question. Ou 2-3 si on sent que la personne est enclin à le faire. Et ça va nous permettre, pendant que le marché change et évolue, de constamment connaître nos cibles et du coup d'éviter autant que possible l'effet Kodak où on est complètement à côté de la plaque. Et donc de ne pas avoir à uniquement dire tiens, tous les 2 ans on va poser des questions à nos clients, ou tous les 6 mois, ou de manière périodique. Et il y a aussi un autre moyen de mieux connaître ses clients qui est sous-exploité, c'est les prospections commerciales, donc tout ce qui va être dans le mail outbound. Je conseille vraiment de systémiser à chaque fois quand on crée une séquence, en dernier mail ou en avant-dernier mail, de demander pourquoi est-ce que j'ai pas eu de réponse. Et de proposer par exemple 3 options. 1, j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment. 2, rappelez-moi dans 4 mois. 5, je suis intéressé, parlons-en. Ça va permettre aussi de se dire, tiens, telle entreprise, on n'est pas dans la bonne temporalité, on a notre réponse, très bien. Super intéressant. Il y a un autre exemple qui est vraiment, que je trouve très bon, c'est dans le B2C, donc une marque qui s'appelle Asphalt, qui fait du prêt-à-porter pour hommes. Ils ont construit toute leur stratégie sur la connaissance client.
avec notamment un outil, le Typeform, sur des questionnaires plus de format top-down. On va construire un pull. On va faire un pull, et pour toi, qu'est-ce qui manque dans un pull? Comment est-ce que tu aimerais ton pull parfait? Ils ont récolté énormément de données là-dedans, et leur landing page transpire les résultats de cette enquête. Et donc leur pull s'appelle le pull parfait. Il va dire, on vous a écouté, on vous a compris, vous nous avez dit que vous voulez un pull qui ne rétrécit pas au lavage, qui ne bouloche pas, qui tient bien dans le temps, qui tient chaud, qui est léger, et donc on a fait le pull parfait. Et ensuite, pour faire le copywriting de la page, une fois qu'on a autant de connaissances clients, on ne peut même pas avoir le syndrome de la page blanche, on sait vraiment par où commencer, et c'est beaucoup plus facile. Donc, après, pour récolter de la donnée, des connaissances clients, il y a quelque chose que je déconseille, c'est le focus group. Quand on parle d'innovation, parfois on peut associer un peu le mot à focus group. Je pense que c'est vraiment une erreur, c'est quelque chose qu'on faisait avant. Mais le problème avec le focus group, c'est qu'on va avoir 8 personnes, on va leur poser la même question, ils sont dans la même pièce, et on va automatiquement avoir un leader qui va se dessiner, et des suiveurs, et on va avoir une opinion qui va être vraiment la même autour de la table. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, ça va être de faire des interviews en one-one. Dès qu'on a la possibilité de le faire, c'est vraiment une mine d'or, avec la fameuse question de la baguette magique, que je trouve vraiment efficace. Et ensuite, quelque chose qui est super intéressant aussi, qui est très facile à mettre en place, ça va être des tests d'usabilité. On peut tester facilement où est-ce que la personne va faire son premier clic. On peut tester facilement, si on montre notre homepage pendant 5 secondes, qu'est-ce que la personne va dire sur notre proposition de valeur, sur notre différenciation. Donc, des choses qui sont assez faciles à mettre en place et qui rapportent pas mal de données intéressantes. Et j'ai un dernier outil à recommander aussi sur de la récolte de données qui est vraiment très actionnable. Donc, je ne sais pas si tu es familier avec les données psychographiques. Ouais, si un petit peu. Mais, donc les données psychographiques, donc, on parle beaucoup de données démographiques dans le marketing. Le problème avec les données démographiques, c'est que, par exemple, le prince d'Angleterre, démographiquement parlant, est comme Alice Cooper, star du métal aux États-Unis. Donc les deux vivent dans un château, ont 60 ans, je crois sont nés dans le même mois, etc. Et donc il y a pas mal de limites aussi à s'arrêter uniquement aux données démographiques. Et ce qu'apportent les données psychographiques, c'est des traits de caractère, des traits de personnalité. Est-ce que j'aime prendre la parole en public? Est-ce que je suis plutôt réservé? Est-ce que je suis plutôt à fond sur l'éthique, à vouloir que tout soit vraiment droit? Et il y a un plugin Chrome qui est assez intéressant qui permet, depuis les profils LinkedIn, d'identifier le profil psychographique de chacun. Le plugin s'appelle Crystal Nose, comme le cristal et nose en anglais. Et ce qui est assez intéressant et ce qui le rend vraiment pratique, c'est que je peux aller sur ton profil Moni. Avec le plugin, je vais automatiquement avoir des suggestions d'objets de mail pour que tu ouvres mes mails de prospection. Je vais avoir des messages d'outbound LinkedIn email qu'on va me proposer. Et du coup, ça facilite énormément le travail de growth outbound. Et en même temps, ça sort du prisme uniquement orienté par démographie. Ensuite, pour structurer les données, parce que si on les institutionnalisait, donc elles peuvent venir de plein d'endroits. Il y a énormément de manières de récolter ces données. Mais le risque, c'est de tomber dans du data puking, d'avoir vraiment trop de données et de dire, OK, laquelle est vraie, laquelle est-ce qu'on dépriorise, comment est-ce qu'on s'y retrouve. Et je pense que c'est le rôle de l'équipe growth et marketing de faire ce tri et très important, restituer cette donnée pour qu'elle soit accessible de tous dans l'entreprise. Parce que pour que le comptable donne un conseil, dise, tiens, j'ai eu un feedback d'un client, je me dis que ça pourrait être intéressant pour vous. C'est super important aussi que le comptable puisse voir cette donnée et voir le résultat. Et même que la personne en charge du contenu, que le CEO, que tout le monde puisse lire les différents personas. Et après, une fois qu'on a de la donnée de connaissance client, super important aussi de segmenter et de prioriser ces segments, de ne pas parler à tout le monde en même temps. Quelque chose qui fonctionne très bien, c'est de faire des tiers 1, tiers 2, tiers 3, par rentabilité de chaque cible.
et d'ensuite prioriser, ok, on va d'abord parler au tier 1 et on va personnaliser notre message. On va pas parler pareil au CEO, au project manager, au CFO, au développeur, sur les mêmes canaux, avec les mêmes mots. Est-ce qu'il y a une chose par rapport à ton expertise dans laquelle tu as changé d'avis ou tu as fait évoluer ta philosophie? Je pense que tous les conseils s'appliquent pas à tous les contextes. Il y a de plus en plus de ressources sur le growth et le marketing dans le monde francophone et c'est génial. Par contre, je pense qu'il faut vraiment faire attention à pas tout prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'on soit une startup early stage, pré-product market fit, post-product market fit, qu'on soit une scale-up, on n'a pas les mêmes problématiques. Et du coup, on ne peut pas mettre en place les mêmes leviers au même moment. Si par exemple, on est growth, on est le seul growth dans une startup early stage, il y a des choses qu'il faudra mettre en place avant de vouloir entrer dans un niveau de granularité du détail trop grand, avant de passer énormément de temps à structurer les données de connaissances clients, avant peut-être de faire de l'event-based marketing poussé. On aura besoin d'avancer dans des canaux peut-être plus classiques. Et c'est moins fun, c'est moins novateur, mais quand on est en early stage, il y a des canaux qui ont fait leurs preuves, sur lesquels il faut quand même investir pas mal. Donc faire attention à où est-ce qu'on se trouve avant de recevoir un conseil. Ouais. Est-ce qu'il y a un marketeur ou des ressources que tu conseilles de suivre? Ouais, ouais, il y en a pas mal. J'aime beaucoup les podcasts. C'est assez intéressant de voir comment sont appliquées des méthodes dans des diverses entreprises. On voit qu'il n'y a pas deux entreprises pareilles. Donc j'aime beaucoup le Slack Growth Hacking aussi. Je trouve qu'il y a pas mal de ressources intéressantes. Le site growthhacking.fr, j'aime beaucoup aller dessus. Dans les podcasts, il y a Growthmakers de Gabriel Gorovitch aussi que j'aime bien. Ça fait un moment que j'ai pas écouté de podcast chez lui, mais il a interviewé de très belles entreprises. Il y a aussi Wild Marketer que j'aime bien. Il y a pour des articles Reforge qui est anglo-saxon, qui va être assez intéressant aussi sur les grosses loops. Après, il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant et que peut-être pas tout le monde fait. C'est tout bête, mais nouer des relations avec des pairs, avec des confrères, des gens qu'on voit passer sur LinkedIn. On identifie que telle ou telle personne a une expertise que nous, on n'a pas forcément. Je trouve que la communauté est vraiment très réactive. C'est quelque chose que je faisais peut-être pas beaucoup au début. Et la communauté est vraiment réactive et apprécie énormément. Elle va échanger entre confrères. Et je pense que c'est une très bonne manière d'identifier aussi de nouvelles opportunités dans ce qu'on fait et de pouvoir aussi partager sur ce qu'on a testé à des pairs. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera peut-être moins dans la communauté des commerciaux, par exemple, ou dans d'autres types de métiers. Donc c'est vraiment une force et je trouve ça bien de capitaliser là-dessus. Et aussi, je pense qu'on ne peut pas uniquement attendre, quand on est dans le growth, on ne peut pas uniquement attendre d'apprendre que de son N+1 sur le growth. Il y a énormément de choses à savoir, à la fois des choses techniques, des choses vraiment liées à un canal d'acquisition, donc vraiment des connaissances verticales, des connaissances horizontales sur le marketing de manière générale. Et je pense que c'est vraiment important de continuellement se former. Et il y a énormément de formations qui sont assez intéressantes sur le growth marketing en français. Et donc, personnellement, j'ai pu en suivre quelques-unes et du coup, ouais, je conseille d'investir, ça vaut vraiment le coup. Ouais. C'était quoi, peut-être l'une de tes formations growth marketing en français que tu as le plus apprécié? Je dirais Growth Tribe. Donc j'ai fait le parcours 6 semaines de Growth Tribe. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'il se présente comme une formation en growth hacking et on va à aucun moment parler de hack. Ou on va peut-être parler de certains hacks, mais la formation est vraiment comme leitmotiv. Le hack va être temporaire, donc on vous apprend à identifier des hacks, on vous apprend à continuellement trouver de vous-même des ressources, à organiser une équipe growth. Et c'est une formation qui est vraiment très horizontale, très 360. Donc, on ne va pas sortir de cette formation expert sur un canal ou un autre.
Par contre, on va vraiment avoir la vue d'ensemble et je trouve ça vraiment très bénéfique pour n'importe qui travaille dans le growth. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre formation qui est un peu dans le même style, qui est celle de Reforge, en anglais, qui va être très 360 aussi. Je ne l'ai pas suivi, mais c'est l'impression que j'en ai eu. En parlant de formation et de se former, est-ce qu'il y a un livre que tu adores en particulier? Ouais, alors je pense qu'il y a un livre qui est vraiment incontournable quand on est gross marketeur. Je pense que c'est dur de s'en passer à un moment ou à un autre. C'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Je ne sais pas si tu es familier avec ce livre, mais c'est un livre qui est... Ouais, carrément, c'est l'un de mes livres préférés. C'est un livre qui est fascinant, qui a été écrit dans les années 80 aux États-Unis et qui a été écrit par un professeur en psychologie et qui va présenter les 6 principes d'influence et de manipulation du présent chez l'homme. Et il n'a pas écrit ce livre pour des marketeurs. Il n'a pas écrit ce livre même pour les grosses marketeurs, qui est un terme qui n'existait même pas à l'époque. Il a écrit plus pour les victimes, pour que les gens sachent se parer face à des attaques d'influence et de manipulation. Et c'est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est intemporel. C'est vraiment pas lié à des hacks du moment, mais c'est des principes et des fondamentaux qui permettent d'aller obtenir davantage de performances et de résultats. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un must-have à avoir dans sa bibliothèque ou à avoir lu. Ouais, c'est un livre incontournable, en effet. Alors, si tu devais donner un conseil à toi, il y a 1 an, pour devenir un meilleur marketeur aujourd'hui, ce serait quoi? Ouais, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'apprendre seul, ça a des limites. Avant, je faisais moins appel à des pairs pour échanger de manière spontanée. Et je me formais uniquement sur des ressources gratuites à droite à gauche en ligne. Alors, en soi, sur Internet, on a accès à 100% du contenu. Mais à la fin de la journée, je trouve que investir dans une formation, ça fait quand même la différence. Ça fait vraiment passer à un niveau. Et donc, si je devais parler à mon moi d'il y a 1 an, je le dirais, gagne du temps et passe par telle ou telle formation en fonction de tes besoins. Et je trouve ça assez game changer. Ouais. Et aussi, peut-être, autre chose que je pourrais partager, c'est que quand on se forme, ça ne veut pas forcément dire qu'on est junior, ou parfois on pourrait faire ce lien-là. Au contraire, on a besoin de se former toute sa vie. On peut avoir fait des études après le bac, ok, c'est très bien, mais se former, ça aide énormément à continuellement être à la page. Et donc je trouve ça vraiment super important. Et même quand on a quand même déjà de l'expérience. Carrément d'accord avec toi. Pierre, merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces pépites à l'audience. Donc si les gens qui ont écouté veulent se connecter à toi, comment ça se passe? Ils peuvent m'écrire sur LinkedIn. Là, ce sera avec plaisir d'échanger. Ok, je vais mettre le lien podcast. Merci beaucoup Pierre, à bientôt. Merci Moni. Salut.